Dans cet exposé, je vais m'intéresser au-delà du cas du mensonge et à travers le cas du mensonge, je vais m'intéresser au sens de ce que c'est que communiquer. Quelle est la fonction de la communication? Est-ce que ça veut dire transmettre de l'information selon une espèce de conception de sens commun? Communiquer, c'est transmettre ce qu'on a à dire. Et si c'était là la fonction de la communication, le producteur d'un message aurait une motivation altruiste en partageant ce qu'il sait avec d'autres, ce qui est plus ou moins aussi le point de vue du sens commun. Mais de ce fait même, il permettrait au récepteur d'utiliser ce qu'il sait en se privant lui-même éventuellement des bénéfices de son savoir, par exemple de nourriture. S'il dit à tout le monde où se trouve la nourriture, il en aura moins, et s'exposer aux conséquences du partage de l'information, et en particulier la prédiction, la prévisibilité par les autres de son propre comportement. C'est ce genre de considération qui a conduit à un certain nombre de théoriciens à douter du fait que la fonction de la communication soit d'informer et de faire l'hypothèse que la fonction serait plutôt d'influencer le récepteur. Sinon, on ne voit pas comment une fonction qui aurait désavantagé le producteur aurait pu être fixée par l'évolution. Alors, l'idée de course aux armements vient du fait que les théoriciens ont fait l'hypothèse, enfin, sur la base de ce qu'ils ont pu observer de la signalisation animale, que pour se garantir contre la prédictibilité accrue à laquelle expose la communication, deux défenses sont possibles, soit cacher ses propres intentions à l'occasion même de l'acte de communication, et donc ne pas livrer des indices fiables, soit même faire une tromperie plus active en livrant des indices trompeurs. Alors, il y a des exemples là, vous en avez déjà eu ce matin dans l'exposé de Laurent. Le membracide bison, la photo numéro 1, prend la livrée d'une plante. Le podarge australien, qui est un oiseau, ressemble vraiment à une branche d'arbre. Le papillon caligo effraie son prédateur par des yeux. Et il y a une autre tromperie qui est très intéressante, c'est les mouches du fruit qui exécutent devant les araignées qui sont leurs prédateurs une danse qui imite l'araignée, puis ensuite elles déploient leurs ailes dont les dessins rappellent les pattes de l'araignée. Alors cette idée de course aux armements donc inclut la troisième stratégie qui me paraît très intéressante, l'imprévisibilité, c'est-à-dire dans un comportement quel qu'il soit, introduire une marge d'imprévisibilité pour éviter que les compétiteurs puissent prédire ce que vous allez faire. Donc c'est ce qu'on appelle la stratégie protéenne. Comme Proté, Dieu adepte de la métamorphose, il faut introduire de la variation dans les indices, dans les signaux corporels et dans les messages pour éviter que ces messages servent au récepteur à prendre avantage sur vous. Exemple classique en biologie, la trajectoire en zigzag du lapin qui fuit son prédateur et se rend donc imprévisible dans sa trajectoire, et les stratégies des femelles primates pour éviter l'infanticide, soit par la promiscuité sexuelle, soit par l'ovulation cachée, ce qui rend difficile au mâle dominant de savoir qui sont les rejetons de qui. Alors la question que je vais me poser dans cette présentation, c'est faut-il penser que la communication humaine se situe dans la continuité avec les différentes contraintes dont on sait qu'elles sont caractéristiques de la communication animale? Et donc, de ce point de vue continuiste, c'est-à-dire la continuité homme-animal, l'idée centrale, c'est que la communication vise d'abord à influencer le récepteur. Si un locuteur s'avère non fiable, on cesse bien sûr de lui parler, mais, comme on l'a dit, s'il est toujours fiable, il devient prévisible et donc manipulable. Donc, l'idée de course aux armements, c'est l'idée d'avoir un système cognitif qui est équipé pour tenir compte de ces contraintes,
La théorie de l'esprit dont on a parlé ce matin fait partie de l'équipement, mais c'est loin d'être la seule partie qui soit utile pour lutter contre la manipulation des énoncés à la fois par le récepteur et par le producteur. Alors je vais d'abord évoquer le discontinuisme. Le discontinuisme, selon le discontinuisme, lorsqu'il y a langage, lorsqu'il y a apparition chez l'homme de langage, la capacité langagière change la donne. C'est-à-dire que l'information, désormais, devient le centre de la communication, elle est beaucoup plus riche, elle est beaucoup plus élaborée, argumentée, et donc elle remplace en quelque sorte l'influence comme étant la fonction de la communication. Tomasello, en particulier, est un représentant majeur du discontinuisme. Il insiste sur le fait que les humains diffèrent très profondément des chimpanzés, non seulement parce qu'ils parlent, ça paraît évident, mais même dans la compréhension de la communication gestuelle. Les chimpanzés ont tendance à anticiper l'étape suivante dans une séquence gestuelle. Par exemple, ils font des signaux de mouvement intention. Le petit tend le bras pour être pris par sa mère, par exemple, ou ils font des signaux de jeu qui sont l'anticipation de la séquence du jeu. Alors que les humains produisent des gestes beaucoup plus complexes, pointages, icônes gestuelles, pour faire comprendre leurs actions intentionnelles, et cette compréhension passe non pas par une pure association séquentielle, mais par inférence, c'est-à-dire on raisonne de manière flexible à partir des éléments qui sont présents dans le contexte. Et donc, d'un point de vue discontinuiste, les humains deviennent capables également dans la communication de s'appuyer sur des capacités qui ne sont pas présentes chez les autres primates. Par exemple, ils se fondent principalement sur la capacité d'interpréter les états mentaux d'autrui. Mais plus fondamentalement encore, ils coopèrent, ils ont une motivation positive de coopération lorsqu'ils communiquent, et donc ils sont biaisés vers le véridique et non pas vers la manipulation. Alors, un argument fondamental du discontinuisme, c'est la pragmatique de Grice, le philosophe bien connu, dont les travaux ont été très influents sur toute la pragmatique contemporaine. Selon Grice, toute conversation implique d'interpréter les intentions de communication du locuteur en fonction d'un certain nombre de règles constitutives qui sont appelées des maximes. Et la maxime qui nous retiendra en particulier, c'est la maxime de qualité, c'est-à-dire « soyez véridique ». Cette maxime, évidemment, est une condition de stabilité de la communication. Si l'émetteur mentait le plus souvent, personne ne l'écouterait. Et si en revanche, à nouveau, il livrait au récepteur tout ce qu'il sait, il perdrait l'avantage cognitif qu'il a à être le seul à voir certaines choses. Donc, même quand on est discontinuiste, on doit bien tenir compte de cette tension entre deux impératifs. Il y a trois autres maximes de Grice qui sont intéressantes, et je m'intéresserai en particulier à la maxime de quantité, qui est « rendez votre énoncé aussi informatif qu'il est souhaitable pour le destinataire, mais pas plus ». Évidemment, ce « mais pas plus » est tout à fait intéressant à discuter, on y reviendra. La maxime de relation, soyez pertinent, c'est une maxime tout à fait essentielle, mais je ne pourrais pas en parler aujourd'hui faute de temps. Et la maxime de manière, soyez clair également, très fondamentale, mais même chose, je ne pourrais pas en parler. Alors, revenons à la maxime de qualité. Notons que pour stabiliser la communication, il suffit que les énoncés soient généralement fiables, ce qui veut dire qu'ils soient vrais une proportion significative du temps. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être vrais tout le temps. La communication tolère en quelque sorte des écarts par rapport à la maxime de qualité. Alors, la représentation d'un état de choses comme vrai, il faut bien le remarquer, ça a été dit, et bien sûr dans cette journée, permet de manipuler le comportement de l'informé et renseigne sur ce que l'informateur croit et va faire. Donc, à nouveau, toujours cette fameuse tension. Donc, la contrainte prométhéenne d'imprévisibilité,
si elle s'exerce dans la communication verbale, admettons le point de vue cette fois continuiste, elle devrait principalement peser sur la vérité et sur la quantité et le type d'informations communiquées. Ces deux dimensions ont été évoquées plus tôt par d'autres exposés, mais je crois que c'est important de les distinguer et de voir en quoi elles sont complémentaires. On peut mentir en disant vraiment le contraire du faux, mais on peut aussi s'abstenir de dire ce que l'on sait. Ce qu'on appelle parfois le mensonge par omission, mais qui n'est pas véritablement du mensonge du point de vue de la qualité, puisqu'on n'a rien dit de faux, mais simplement on n'a pas non plus dit tout ce qu'on savait, et on n'a pas dit cela selon des règles dont on va essayer de préciser la nature. Alors, étant donné ce que je viens de dire, on doit se demander dans quelle mesure la maxime de qualité doit contraindre vraiment l'énonciation. Et ce qui m'a intéressé, c'est de regarder cette question sous un angle pluriculturel ou interculturel. Dans certaines cultures, tout énoncé faux est considéré comme un mensonge, qu'il soit intentionnellement mensonger ou qu'il résulte d'un énoncé de bonne foi. Les Mayas Mopan du Belize, qui ont été étudiés par Yves Danziger, comme les Occidentaux, ils considèrent que mentir est une violation sérieuse. Mais ils ont du mensonge une conception qui diverge de la nôtre, sur deux points absolument fondamentaux. D'abord, mentir s'applique à toute situation où l'énoncé de l'informateur n'est pas vrai, même si l'informateur est de bonne foi. Deuxièmement, si l'énoncé mensonger s'avère finalement accidentellement vrai, l'informateur n'a pas menti. Alors un exemple qui est fourni par Yves Danziger, c'est un Maya qui va à la ville avec l'intention de prendre une bonne cuite et qui dit à sa femme qu'il va voir son frère. Alors la femme ensuite va dire à sa voisine, mon mari est allé voir son frère à la ville. Est-ce qu'elle a dit la vérité, étant donné que le mari, il y allait avec l'intention de prendre une cuite. Mais sur sa route, le mari a rencontré son frère. Alors cette fois, on raconte l'histoire à un Maya et on lui dit, est-ce que cette dame a menti? Ah ben, une fois que la personne sait que notre personnage a effectivement rencontré son frère, du ce coup-là, elle n'a pas menti. Mais s'il n'avait pas rencontré son frère, qui est en fait tout à fait accidentel, s'il avait simplement été droit au cabaret, eh bien, elle aurait menti. Donc l'intention véridique ne joue aucun rôle dans l'évaluation normative dans cette culture. Seul compte la correspondance de l'énoncé avec le monde, c'est-à-dire sa vérité. Alors, il s'ensuit, étant donné cette compréhension de la maxime, que les Mayas Mopan préfèrent le silence ou la citation verbatim, où on rapporte réellement ce qu'a dit l'autre, ou le refus de préciser au risque de dire le faux quand il rapporte les intentions d'autrui ou même les leurs sur le futur. Parce que le risque serait trop considérable si on s'avançait sur un énoncé qui n'est pas encore complètement vérifié. Donc on préfère minimiser l'information que l'on donne plutôt que de courir le risque de mentir, étant donné la violation considérable qui est représentée par le fait de dire le faux. Alors, une autre maxime, comme je le disais tout à l'heure, est impliquée dans le dire vrai, c'est la maxime de quantité, qui prescrit de rendre son énoncé aussi informatif qu'il est souhaitable pour le destinataire, mais pas plus. Alors, ceci a donné lieu à, dans une problématique un peu différente de celle de Grice, qui est la problématique de la théorie de la pertinence, à une étude expérimentale par Dan Sperber et ses collègues. Quelqu'un demande quelle heure est-il quand sa propre montre montre 3h08. Cette personne sera
disposé à répondre « il est 3h10 ». Nous disons que le facteur fondamental qui explique cette façon d'arrondir l'heure est une disposition psychologique de donner une réponse qui, tout en n'étant pas strictement véridique ou exacte, est optimalement pertinente, au sens de la théorie de la pertinence, c'est-à-dire c'est une réponse de laquelle le récepteur peut dériver les conséquences qui lui importent et avec un effort minimal. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça nous montre que la maxime de quantité entre quand même en conflit avec la maxime d'exactitude et que selon les circonstances, on sera amené à dire les choses avec plus ou moins de détails. Voyons maintenant comment les choses peuvent se régler. Alors, je vous signale ce travail tout à fait passionnant de Ackermann et Goldsmith qui travaille sur la mémoire, mais en fait, on ne serait pas étonné de voir que la mémoire, dans son conflit entre vérité et informativité, rencontre à peu près les mêmes contraintes que la conversation, ou plutôt réciproquement, que la conversation dépend beaucoup de la mémoire quand il s'agit de savoir quel est le grain à donner de précision à ce qu'on affirme. Et Ackermann et Goldsmith remarquent d'abord qu'il y a de nombreux contextes où on ne peut pas dire pragmatiquement qu'on ne sait pas. Donc on doit, pour garder la face, donner une réponse quelconque. Eh bien, ce qu'ils montrent, c'est que l'énonciateur, et dans le cas qu'ils étudient, c'est uniquement l'énonciateur occidental. Ils travaillent en fait en Israël avec des étudiants de première année, comme chacun fait, et qui sont des étudiants israéliens. Eh bien, l'énonciateur préfère soit ne rien dire, s'il le peut, soit dire plus qu'il ne sait pour satisfaire le critère d'informativité. Donc, quand il y a un conflit possible entre vérité et informativité, c'est l'informativité qui gagne. Parce qu'on se couvrirait de ridicule si on rapportait un phénomène mémorisé en donnant une réponse que n'importe qui aurait pu trouver. Par exemple, combien mesure François Hollande, par exemple, on vous offre plusieurs grilles de réponses. Il mesure entre 1,50 m et 1,80 m. Bon, ça, vous n'êtes pas disposé à le dire parce que tout le monde le dirait. Donc vous allez avancer une réponse que vous n'avez pas vérifiée simplement pour proposer une réponse informative. On perd trop la face à dire quelque chose de trivial. Alors cette remarque qui est faite sur la mémoire, on la retrouve aussi dans la conversation, et en particulier, là je voudrais vous rapporter le travail d'Eleanor Ox-Kinnan de 1976. Elle a étudié la manière dont les Malgaches conversent, et en particulier, quel est le niveau de grain dans lequel ils entrent lorsqu'ils conversent. Et on remarque que leur façon d'ajuster le grain de l'information est très différent de celui qui s'applique aux sociétés occidentales. Par exemple, si A demande à B « Où est ta mère ?», une réponse typique de B sera de dire « Elle est soit à la maison, soit au marché ». Et la personne, le récepteur, n'en déduit pas du tout que B ne sait pas où elle est. Il sait que c'est la façon typique de répondre à une question. Alors pourquoi répond-il de cette manière? La première raison, c'est que chacun sait que l'information, chacun sait à Madagascar, que l'information est une valeur qu'on ne brade pas. Garder pour soi ce que l'on sait est source de prestige. Et bien sûr, de temps en temps, on peut donner l'information, mais on la donne après une longue série d'échanges, si vous voulez, après une forme de négociation. La deuxième raison, c'est que chacun évite de faire des énoncés explicites qui engagent sa responsabilité, un petit peu comme chez les Mayas. On préfère ne pas dire des choses précises dont il faudrait ensuite justifier l'exactitude, le cas échéant. Et en particulier, relativement à des faits passés ou relativement à des faits à venir. Donc, même raison que chez les Mayas, on perd sérieusement la face si l'événement n'a pas lieu à la date indiquée.
Donc là encore, compromis entre vérité et informativité. Donc par crainte de dire le faux, qui est une source vraiment une violation grave, on préfère rester dans le vague. Alors maintenant, quand est-ce qu'on arrive à donner plus de grain à son information? Eh bien, dans 3 cas. Ça dépend, dans le cas où l'information est de faible valeur, si chacun peut l'obtenir, si les conséquences qu'elle implique sont relativement triviales, alors là, on n'hésite pas à dire, par exemple, ce qui est en train d'être cuisiné, des choses comme ça, que tout le monde peut voir en faisant 3 mètres pour aller voir ce qui se passe dans la cuisine. Deuxième cas, la proximité entre l'informateur et le récepteur. Lorsque les deux appartiennent au même groupe, sont dans la même famille ou sont des alliés, l'information a tendance à être plus facilement précise que lorsque ce sont des étrangers qui sont les récepteurs. Et enfin, le genre de l'informateur. Les hommes sont plus prudents, ils sont plus soucieux des conséquences de l'information communiquée. Les femmes sont prétendues avoir une langue très longue, qui correspond à notre langue bien pendue. Bon, comme on sait, c'est un stéréotype européen de la femme de propager les informations sans précaution. Donc, ce n'est pas une norme conversationnelle d'informer qui vous a informé, c'est une norme conversationnelle de ne pas mentir. Et donc, ceci nous amène à conjecturer, à la suite de Scott Phillips, que la communication a pour fonction une fonction qui est essentiellement centrée sur l'informateur et non pas sur le récepteur. Donc c'est lui, c'est l'informateur qui compte et tout le monde se bat pour informer et non pas pour écouter une information. Alors, donc ces données sont compatibles avec l'hypothèse de l'intérêt du producteur qui gagne sa réputation et sa puissance manipulative à émettre des informations. Et c'est principalement le souci qu'a le producteur de sa réputation qui limite l'ampleur du mensonge. Mais ça, Gloria va en parler avec beaucoup plus de détails. Quid du récepteur? Alors, le récepteur doit être capable, évidemment, pour survivre de son côté, de détecter le mensonge quand il est confronté à un mensonge, pour ne pas être le manipulé. Alors, un mécanisme bien connu, c'est de détecter le mensonge à travers l'incohérence de ce qui est dit. Incohérence qui peut être interne aux énoncés du locuteur, parce que le locuteur s'est coupé, comme on dit, entre deux choses qu'il a dites, soit entre ce qui est prononcé par le locuteur et ce qui est su par le récepteur, et en particulier, notez bien qu'un mensonge ne s'arrête pas au moment où il est énoncé. Il est mémorisé et il est comparé avec la réalité telle qu'elle devient progressivement mieux connue. Et donc ça rend le mensonge une activité extrêmement risquée parce que les mensonges peuvent, comme chacun sait, comme tout lecteur de romans policiers le sait, un mensonge peut finalement être découvert à l'occasion de développements ultérieurs. Et d'ailleurs, notons que c'est cette caractéristique dynamique du mensonge qui fait que sa formalisation dans des modèles est à ce jour toujours pas obtenue. Les sémanticiens formels ne savent pas modéliser le mensonge. Et une troisième façon de détecter l'incohérence, c'est très important, et les juristes en particulier le savent, c'est l'incohérence entre ce qui est dit et la gestuelle conversationnelle associée. Il y a une façon non seulement de bouger, hein, ça aussi Alain, je crois, vous en avez parlé ce matin, il y a une façon de bouger et d'utiliser son visage et son regard qui trahit le menteur. Pourquoi? Parce que mentir demande un effort, et donc la façon de réguler l'effort, elle est incorporée,
elle se manifeste dans des gestes et dans le visage. Et ça, un vieux routier de la détection de mensonges est capable de le repérer chez le menteur. Hein, il y a une détection de disfluence. Donc là, la clarté dont on parlait tout à l'heure, elle n'est pas seulement au niveau des mots, mais elle est aussi au niveau de la cohérence entre les mots et les gestes. Alors, différentes émotions peuvent trahir le menteur dans ses gestes. La peur, la culpabilité ou la satisfaction aussi. Ça, c'est un classique aussi des romans policiers. Il ne faut pas montrer trop vite sa satisfaction en ayant dit quelque chose, parce que ça peut justement trahir votre intention de convaincre dans des circonstances tout à fait illicites. Il semble qu'il y ait, Ekman a insisté là-dessus, le Facial Action Coding System, écrit-il, permet d'analyser les micro-expressions du visage en relation avec les émotions et d'accroître l'efficacité de cette détection. Donc Ekman, en tant que spécialiste des émotions, a travaillé avec des professionnels tels que des policiers, des juges, pour étudier dans quelles circonstances les menteurs, enfin quels sont les indices sur lesquels on peut se fonder pour détecter le mensonge. Alors maintenant, reste quelques mots à dire sur l'aveu quand même. L'aveu, c'est le moment redouté par l'informateur mensonger, le moment où il doit reconnaître qu'il a violé la maxime de vérité. On a vu que ce moment est tellement redoutable que certains préfèrent exterminer toute leur famille que d'être confrontés à ce moment affreux où vous devez finalement perdre votre identité en même temps que la face occasionnelle de l'aveu. Il y a aussi la perte de l'identité telle qu'on la concevait dans ses relations les plus proches et les plus intimes. Donc l'aveu se traduit par une perte de statut et par des conséquences négatives extrêmement sérieuses. Alors ce qu'il faut noter, et ce sera ma touche personnelle si vous voulez dans cette journée peut-être, c'est de dire que cet aveu d'erreur, cet aveu de mensonge, il n'est quand même pas très loin de l'aveu d'erreur. Quand vous faites une erreur en science, sans aller jusqu'à la tromperie comme vous savez, est considérable et ruine des carrières, mais même une erreur est extrêmement désagréable à supporter et elle a également des conséquences du côté de la perte de statut. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine continuité, pour aller dans le sens des Mayas du Belize, entre l'erreur non intentionnelle et l'erreur où l'on tente d'induire les autres en l'erreur en connaissant par ailleurs la vérité ou le caractère trompeur de son affirmation. Donc, conclusion, j'avais commencé cet exposé en posant la question de la continuité ou de la discontinuité entre l'homme et l'animal, et je dirais qu'il y a continuité dans la discontinuité, mais ce n'est pas du tout être normand que de dire ça, me semble-t-il. La discontinuité consiste dans la disposition à demander à obtenir de l'information, outre le fait qu'évidemment le langage est le propre de l'homme, il n'y a pas d'autre espèce qui soit capable de poser des questions et d'obtenir des réponses qui sont le plus souvent fiables. Mais même le simple questionnement est vraiment un trait humain et tout à fait capital pour comprendre l'évolution de notre esprit, cerveau. Mais il y a quand même une continuité qui consiste dans le fait que le producteur de l'énoncé, c'est celui qui reste aux commandes. Donc là, j'abonde du côté de Scott Phillips contre les partisans tels Tomasello qui considèrent que chez l'homme, cette fois, on est dans l'information, la coopération, etc. Non, on ne peut pas être tout le temps dans la coopération. Ce serait irrationnel de donner toutes ces cartouches à tout instant. Et donc, on doit mesurer soigneusement le type d'information, les destinataires de l'information, savoir si ce sont des gens qui coopèrent ou ne coopèrent pas,
Et comme vous savez, il y a de nombreuses preuves que les gens qui ne coopèrent pas sont sévèrement punis socialement par les autres, même au prix d'un coût pour celui qui punit. Donc le producteur reste aux commandes. Et comment? D'abord, comme on l'a dit, il est rationnel. Enfin, comme j'ai simplement impliqué, je ne l'ai pas démontré, mais il est rationnel de mentir occasionnellement pour se rendre moins prévisible. Donc le protéanisme, nous le retenons de toute forme de communication. Marler avait étudié les chants produits par les coqs pour appeler vers la nourriture. Quand il y a de la nourriture disponible, le coq appelle, les poules appliquent, et le coq est extrêmement satisfait d'avoir toutes ces poules autour de lui. De temps en temps, dans une proportion de cas qui va entre 20 et 30%, il va faire des appels de nourriture sans nourriture. Mais le protéanisme lui permet cela. Parce que la communication va quand même se poursuivre, mais s'il dépassait les 30%, là, elle ne se déplacerait plus du tout. Donc il va jusque-là, il ne va pas au-delà. Il est rationnel de donner ou de retenir une information de manière flexible. Ça, c'est le critère de quantité. Je crois que c'est extrêmement important. On ne donne une information qu'à certains, dans certains contextes, et en fonction de l'utilité qui est celle de l'énonciateur, et non pas seulement celle du récepteur. Et enfin, quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais que je voudrais quand même citer au moins, c'est que l'argumentation verbale, elle est destinée non pas à refléter les causes de son action, que nous ne connaissons d'ailleurs pas, elle est destinée à présenter des justifications de ce qui, idéalement, pourrait constituer une raison d'agir. Mais il y a une dissociation, ça je crois que c'est très important d'y insister, comme y ont montré les neuroscientistes de l'action et aussi les psychologues de l'action, il y a une dissociation entre les causes qui vous font agir, la conscience que vous avez de ces causes et finalement le rapport verbal que vous faites de ces causes. Ce ne sont pas les mêmes mécanismes qui sont en jeu, et même la personne la plus sincère sera totalement incapable de savoir, au fond, qu'est-ce qui a été la cause de son action. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention.